Des pêcheurs à pied se manifestent auprès des services de police de Berck en signalant avoir découvert le corps d'un bébé, de ce qui semble être un bébé, visiblement sans vie. Le médecin du SMUR constate la mort. L'enfant est âgé de 15 à 18 mois. C'est une fille. Elle ne présente qu'une trace de maltraitance, de malnutrition, pas d'échymose, de signes de violence. Et elle présente plutôt les signes d'une mort par noyade. Voilà, on n'a aucune identité, aucun nom sur les vêtements. Des vêtements de marque, ça c'est certain. C'est visiblement un enfant plutôt bien soigné. On s'étonne de cette découverte puisque rapidement on apprend qu'aucune disparition, aucun signalement d'enfant disparu n'a pu être relevé. Ensuite, l'enquête va s'orienter assez vite sur une femme qui s'est présentée la veille au soir dans un hôtel. Et en réalité, c'est avec le témoignage de cet hôtelier qu'on va identifier au bout du compte la maman de cet enfant et celle qui donc l'a tuée en la déposant sur la plage la veille au soir. Je sais pas, quand on en a parlé à la télévision, j'ai pas cherché à regarder les infos. J'étais la dernière au courant. Je me posais pas la question de savoir si on allait retrouver ma fille. Mais en même temps, je suis pas sortie de chez moi. Un peu comme la peur de rater un rendez-vous, l'interpellation. Alors avant d'être interpellée, elle va tenir une espèce de journal dont on a eu la photocopie. Avec elle tenait déjà ce journal avant, hein, mais elle l'a continué à son retour de Berck après la mort d'Ada. Et il y a des jours où elle marque rien, ou RAS, je ne sais plus précisément, rien, il ne se passe rien. Elle explique qu'elle s'attend quand même à être interpellée. Quand elle l'est, elle estime d'abord que les premières personnes qui viennent l'interpeller peuvent pas la comprendre. Donc elle ne dit rien, elle reste froide, elle... Oui, c'est moi, c'est vrai. Enfin, elle reconnaît, mais il n'y a qu'une émotion, il n'y a qu'une participation. Et j'ai le sentiment d'une femme qui n'est ni effondrée, ni joyeuse, évidemment, qui est là, qui n'est rien. Je passe devant elle, je lui souris, elle me sourit, et je lui dis « Bonjour, Fabienne ». Et je vais être votre avocat. Elle se lève, même avec les menottes, elle se lève, et elle me sourit à nouveau et elle me dit « Un avocat, je vous remercie, mais je n'en ai pas besoin, parce que je ne suis pas défendable, parce que ce que j'ai fait n'est pas défendable. Et je ne veux pas être défendue, me dit-elle. » C'est une femme qui est qui est effectivement toujours, qui se présente très bien, qui parle très bien, qui s'exprime bien, qui toujours cherche ses mots pour trouver le mot juste, pour dire ce qu'elle veut dire, et qui dégage du coup une sensation de froideur, de distance par rapport aux choses, de différenciation. Parfois on a l'impression que quand elle parle d'elle et de son histoire, c'est pas son histoire, qu'elle raconte quelque chose qui finalement ne la touche pas beaucoup. On s'appuie beaucoup, nous, dans nos raisonnements, sur la biographie précoce, parce que la construction psychique, elle démarre probablement dès la grossesse, dès la vie in utero, et elle, quelque part, elle absorbe les émotions positives ou négatives et les expériences de vie de la maman. Mais bien entendu, aussi dans les premières périodes de la vie, on sait maintenant que le cerveau est plastique, c'est-à-dire c'est un peu comme une pâte à modeler, et la période de l'enfance est extrêmement importante. C'est imaginer quelque chose en fusion avec des neurones qui poussent, qui se connectent en permanence, des milliers et des millions de neurones qui se connectent comme ça. Et donc la biographie précoce est très importante.
Je suis née le 14 juin 1977 à Dakar. Mon père, lui, est né en 1951. Il était traducteur dans un organisme international, un bureau de l'ONU. Il a fait ce qu'il a voulu. Mon père ne s'est jamais marié avec ma mère. Ils sont restés, je crois, 7 ans ensemble. Et quand j'ai eu 3 ans, il est parti en vacances et il est revenu marié à une autre. J'ai été choyée et cajolée toute mon enfance. J'ai continué de voir mon père, il a continué de venir me voir chez ma mère. J'ai avec mon père des souvenirs par procuration, mais il a été présent pour chacun de mes repas. Il était attentif et affectueux. Je n'ai que des bons souvenirs de mon enfance. Le père, il est relativement absent, un peu utilitaire, il va lui payer ses études, et pour autant, il est présent, il vient la voir, il lui donne de l'argent. Sa mère l'aime aussi beaucoup, mais à 3 ans, lorsqu'elle était âgée de 3 ans, les parents donc, ont décidé de se séparer et qu'elle vive avec sa mère et ses 2 grands-mères. C'est vraiment une famille de femmes, des femmes à forte personnalité, avec une longue vie. Mes 2 grands-mères sont toutes les 2 des sommets. Ma grand-mère paternelle est d'un sommet esthétique. Elle est d'une très grande beauté. L'autre, c'était les qualités morales, la générosité, l'intelligence. Moi, j'ai grandi à l'ombre de ces 2 sommets. Sa mère, elle me dit que Fabienne est une petite fille qui a été très heureuse, qui a été choyée, qui a été bien élevée, qui est dans les bonnes écoles, qui a joué au tennis, qui véritablement a été bien élevée, qui était aimée par elle et par son papa aussi, même s'ils ne vivaient pas ensemble. Mais qu'en même temps, il y avait de la part, notamment de ce que je vais appeler la belle famille, une forme de jalousie. Ma belle-mère était d'origine camerounaise, mais elle avait été adoptée ici, en France. Et mon père et elle se sont mariés ici. Je crois qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'aie une telle place dans la vie de mon père, d'autant qu'elle était stérile. Au début, je m'entendais bien avec elle, parce que j'étais une enfant bien élevée et que j'aimais mon père par-dessus tout. Elle l'a supporté un certain temps, mais très tôt, j'ai senti quelque chose de pathologique. Il n'y a pas, a priori, en tout cas, elle ne livre pas d'éléments précis disant que cette femme lui a fait telle ou telle chose. Non, c'est intuitif, elle lui veut du mal. Elle lui veut du mal parce qu'elle pense que son père l'aime, aime sa fille, parce que cette femme ne peut pas avoir d'enfant et que cette femme craindrait que notre accusé la sépare de son mari. Donc elle est rangée dans les mauvaises femmes, dans celles qui sont susceptibles, dont elle dit nommément qu'elle va lui lancer des mauvais sorts et qu'elle va utiliser des marabouts contre elle. La sorcellerie, ce sont des choses dont on entend parler au Sénégal. Ça fait partie du quotidien des gens. J'aimais bien aller chez ma grand-mère, qu'elle consulte les courriers pour moi. Elle me prédisait des tas de choses. Mais je n'ai pas d'autre contact avec la sorcellerie. J'ai fini par y croire. On baigne là-dedans. On ne peut pas se dire ils ont tous tort et moi j'ai raison. J'ai toujours un problème avec l'occulte. Depuis que je suis petite, je veux savoir pourquoi. J'ai grandi comme ça. J'ai été structurée de cette façon-là. Elle est intellectuelle et donc elle rationalise. Donc rationaliser, ça veut dire rechercher des explications. On est tous un petit peu comme ça, mais parfois dans certaines pathologies, là encore, on peut arriver jusqu'au rationalisme dit morbide, c'est-à-dire à l'excès, tout vouloir interpréter, tout vouloir comprendre. Je suis baptisée catholique, mais il y a un tel syncrétisme religieux dans ce pays. Je suis croyante, c'est sûr, fondamentalement croyante. J'ai été à l'école chez les bonnes sœurs de la maternelle à la terminale. Rien à dire. C'était d'un ennui, aucun intérêt. J'ai eu mon bac à 17-18 ans, un bac A. Je savais pas ce que je voulais faire. Je voulais sortir de là, la famille, le Sénégal.
à l'adolescence, de façon opposée à la richesse des relations intrafamiliales, on a la pauvreté des relations extrafamiliales, amicales, affectives, émotionnelles, et une vie plutôt en retrait sur le plan social et affectif aussi. Elle n'a pas la vie d'une adolescente, elle ne parle pas d'émois amoureux comme les adolescentes peuvent connaître. Il n'y a eu qu'un petit flirt de quelques jours, on est resté en contact. J'ai jamais rien caché à ma mère ni à mon père d'ailleurs. C'est toujours fatigant. Enfin, c'était quand j'étais adolescente. Il n'y a pas eu d'autres amours avant de quitter le Sénégal. Après le bac, j'ai décidé de venir en France. J'y pensais déjà depuis longtemps. C'était organisé avec l'accord de mes parents. Je suis venue en France à Paris fin 95, chez une tante. Elle est très intelligente, elle a une soif de connaissance très importante. Et donc je pense que ça a pu participer à son désir de connaître autre chose. En revanche, le fait d'envoyer Fabienne en France, c'était un peu pour la faire échapper à ces petites mesquineries, ces rivalités. Elle allait loin, donc elle n'était plus soumise à la jalousie d'une partie de la belle famille et peut-être même de sa propre famille. Je me suis mise à la philosophie, j'avais jamais eu le courage de le dire à mes parents. Je sais pas pourquoi. Mais je suis pas solide. Je vais pas forcément jusqu'au bout. Je me donne pas les moyens. Je suis quelqu'un de velléitaire. De 1995 à maintenant, je suis dans une vie en pointillé. Je reproduis tout le temps ces rendez-vous manqués par peur de ne pas être à la hauteur et par peur d'être déçue. Alors je pense qu'il y a deux éléments. Elle n'évolue plus dans un milieu familial qui devait être somme toute cadrant. Tu fais des études, voilà, d'une part. Et puis rétrospectivement, c'est de l'interprétation bien entendu, mais rétrospectivement, le fait de ne pas aller au bout des choses, de ne pas pouvoir s'investir totalement en dépit de ses capacités intellectuelles, peut rentrer quelque part aussi dans le processus diagnostique. Mon père m'a coupé les vivres. Je me suis mise à travailler, je ne pensais plus aux études. J'étais enquêtrice, hôtesse pour des salons, jeune fille au pair, agent d'accueil au centre Pompidou. Je me suis dispersée dès mon arrivée. Je suis restée assez solitaire. Je n'avais pas de petite amie. Je n'avais pas énormément de loisirs. Je voyais surtout de la famille, des cousins par exemple. Je suis restée en contact avec ma mère, mais avec mon père, on s'est éloigné peu à peu, sans raison identifiable. Alors le profil s'affine. Là, il y a encore des éléments qui s'emboîtent. Même si on avait déjà parlé de la pauvreté relationnelle et affective qui, semble-t-il, a démarré très tôt, dès l'adolescence, là, elle s'affirme. Elle s'affirme parce que c'est plus une adolescente, c'est une jeune femme libre, qui vit dans un pays libre et sans aucune contrainte. Et elle reste dans ce mode de fonctionnement extrêmement fermé, pauvre. J'ai rencontré Michel fin 2002, chez une tante. Il était ami avec son mari. Il a travaillé au Nigeria pendant 11 ans comme trader. J'avais 25 ans et lui 30 ans de plus. Avec Michel, ça se passait comme je l'entendais. La durée de notre relation n'est pas révélatrice de mes sentiments. Je ne voulais pas m'engager. Elle ne va pas vraiment dire qu'elle tombe amoureuse de lui, mais elle exprime plutôt un besoin d'une relation affective. Et puis ce qu'elle va en dire, c'est que finalement, il est beaucoup plus âgé qu'elle. Il ne représente pas un danger pour elle. Cette relation sans conséquence. Ça n'est pas un engagement
durable ou pas un engagement fort, presque un engagement utilitaire en fait. C'était le contraire d'un coup de foudre. Mais il était charmant et notre intérêt commun pour l'art contemporain, car il était sculpteur, nous a rapprochés. On s'est rendu compte qu'au-delà de l'art contemporain, on avait des goûts très proches. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Je recherchais quelqu'un avec qui je n'avais aucun risque d'engagement, avec qui il ne me viendrait pas à l'idée de fonder une famille. Il fallait que ça reste une relation passionnelle, sans lendemain. Notre relation s'est déployée sur cette base tacite. Notre histoire a toujours été capricieuse. On faisait ce qu'on voulait. On vivait ensemble un certain temps et je rentrais chez moi. C'était le premier homme avec qui j'ai eu des relations sexuelles. Mais j'ai pas vécu ça comme quelque chose d'important. J'avais envie de me débarrasser de ça. J'ai pas mis autant d'affect qu'on peut imaginer. Il ne savait pas que j'étais vierge. Elle est aussi très ambivalente quand elle nous parle de la sexualité avec Michel, puisque à certains moments, elle va dire que la sexualité était très investie. C'est le premier homme de sa vie. Et le seul homme de sa vie. Donc elle va nous dire que sa sexualité est très investie au départ. Et puis d'un autre côté, un peu plus tard, elle va dire oui, bon, finalement, c'était comme ça. C'était plus lui qui était demandeur, mais moi, c'était pas très important la sexualité. Alors, j'avais une vision très négative du compagnon de Fabienne, Michel, à la lecture du dossier. Il était véritablement quelqu'un qui semblait être désagréable, un peu utilitaire et prenant son plaisir, et puis le reste avait peu d'importance. Et j'ai découvert quelqu'un qui est totalement différent de ce qui apparaît dans les procès-verbaux. C'est quelqu'un de profondément humain, de profondément gentil, et qui a véritablement aimé Fabienne. Mais le problème, c'est que, et ça sera le problème de A jusqu'à Z, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, c'est qu'il a 31 ans de plus qu'elle, et donc il est beaucoup plus âgé, et il a déjà eu une vie antérieure avec une femme. Il a eu une fille, cette femme qu'il a quittée, ou avec de laquelle il s'est séparé une vingtaine d'années auparavant. Bon. Mais elle a surtout insisté sur le fait que finalement, au fil du temps, une véritable relation amoureuse s'instaurera entre eux pour atteindre un espèce de niveau d'équilibre et ensuite rester dans ce niveau d'équilibre. Au début, j'ai eu envie d'arrêter et puis je me suis dit, après tout, il n'avait pas envie de s'engager. Et puis son épouse ne posait pas de problème. Ça m'arrangeait aussi. En 2007, j'ai abandonné tout emploi salarié. J'étais sans ressources. Michel m'a proposé de m'installer chez lui et de financer la reprise de mes études universitaires en philosophie. Elle s'installe avec Michel donc, vers 2007 pour des raisons utilitaires. Là, elle n'a plus d'argent, son père lui a coupé les vivres, elle ne sait plus où vivre, elle n'a plus de revenus. Et elle le décrit comme ça. Je n'avais plus d'argent, je ne savais pas où vivre. Donc elle s'installe chez Michel. Donc elle pose les choses d'emblée. C'est utilitaire. Donc ça a pu concourir à une certaine distension des liens. Et effectivement, de facto, la vie sociale assez riche qu'ils avaient au début de leur relation va, selon elle, diminuer petit à petit avec moins de réceptions, moins de dîners, moins d'invitations. Mes copines avaient du mal à le supporter. Parce que trop présomptueux, trop condescendant. C'était plutôt ses relations à lui que l'on fréquentait. C'est dans le regard des gens que j'ai vu que Michel était plus âgé. Petit à petit, un fossé s'est creusé et au bout d'un moment, je n'ai plus aucun autre homme autour de moi. Les autres amis que je lui présentais s'éloignaient de moi, ou alors j'étais invitée exprès sans Michel. C'est-à-dire qu'on lui fait comprendre que vraiment il y a quelque chose de tellement dissonant dans ce couple qu'on préfère l'inviter seul, par exemple, que de les inviter ensemble. Et ça, elle le vivra avec une certaine amertume. Ça a participé, si vous voulez, à sa fragilisation, à sa vulnérabilisation.
À partir de 2008, je n'allais pas bien. Je faisais des rêves récurrents. J'avais des angoisses, des problèmes psychosomatiques, des rêves angoissants dont le sens m'était confirmé à l'africaine. Je sentais une hostilité grandissante de la part de ma famille. Je ne réagissais plus aux provocations. Je me suis isolée de tout le monde. J'ai commencé à ressentir des choses étranges. Dans l'atelier, j'avais l'impression de ne pas être seule, d'entendre des voix, des informations annonciatrices. J'avais l'impression que cela tonnait, que cela était extérieur à moi. La musique s'allumait en pleine nuit. Les lampes s'allumaient, la porte se secouait comme en pleine tempête. Il y avait des coups dans les murs comme des coups de tonnerre. Alors tous les phénomènes étranges, presque paranormaux, la télévision qui s'allume, les bruits dans les murs, la sensation d'avoir les pieds martelés, etc., qu'elle va décrire très précisément, ce sont des hallucinations. Et les hallucinations, elles prennent des formes différentes. On a parlé des hallucinations intrapsychiques comme des idées qui s'imposaient, une espèce de discours mais sans support vocal. Il y a les hallucinations physiques, corporelles, synesthésiques, donc cette sensation de martèlement ou de douleur, ça peut être des sensations de fulgurance nerveuse, d'électrocution, de choses comme ça. Les hallucinations auditives qui sont très fréquentes dans la psychose, donc les bruits anormaux. Il peut y avoir aussi des hallucinations visuelles, qu'elle ne décrit pas, elle. Et on sait que ce sont des dérèglements de certains neurotransmetteurs cérébraux dans certaines zones très précises du cerveau qui vont se traduire, des règlements qui vont se traduire par ces symptômes-là d'hallucination. Donc on connaît pas tout, mais on connaît quand même plutôt pas mal le support. C'est pas quelque chose de bizarre. Non, il y a une explication scientifique neurobiologique. On est allé dans la surenchère des agressions. Je faisais des rêves au cours desquels je crachais mes dents. J'avais les mâchoires tétanisées au réveil. J'avais mal partout, j'avais des visions, des pensées parasites qui n'étaient pas les miennes et qui disent des choses. Par exemple, j'ai appris que Michel a eu une relation incestueuse avec une de ses nièces. Ça vient de ma tête. Et à partir de là, elle va se convaincre que ces intuitions, qui pour nous sont des intuitions délirantes, ces intuitions délirantes sont réelles. Je sais que ces bruits étaient audibles par d'autres, que Michel les a entendus. Puis j'ai compris que ces voix étaient relatives à des choses qui s'étaient passées dans ma famille. Je n'étais pas demandeuse, je me suis surprise à dialoguer avec elle. Ces voix m'ont amenée à découvrir des choses difficiles sur ma famille, sur mon passé. Des choses qui ont été confirmées après par mes tantes. Il y a une femme qui a été bafouée il y a 300 ou 400 ans par un souverain. Elle a trompé son mari et il lui a infligé un supplice. Il l'a attachée par une jambe à un cheval. C'est la conviction absolue que c'est la réalité et qu'il n'y a pas d'autre explication possible là. Vous voyez, c'est pas le fait qu'elle va raconter, c'est son ressenti à elle. Oui, c'est vrai, ça se vérifie, j'en suis convaincue. Alors on peut être convaincu de plein de choses, il fait chaud, le ciel est gris, ok, mais là c'est une conviction qui commence à être de l'ordre du délire, parce que avec son esprit intellectuel, son niveau intellectuel, son niveau de connaissance, ou plutôt en dépit de tout cela, elle est incapable de trouver une autre solution, une autre hypothèse. Donc, en résumé, elle est incapable de critiquer. Elle nous dit, il y a aussi autre chose, mais pour que je puisse vous le dire, il faudra que vous ouvriez votre esprit. Et il faudrait que vous accédiez à certaines choses, or je ne suis pas sûre que vous le puissiez. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle nous dit, j'ai peut-être un truc à vous dire, mais vous n'allez pas l'entendre. Non pas vous n'allez pas le comprendre, mais vous n'allez pas l'entendre parce que... Mais est-ce que, finalement, elle nous tend une perche en disant, est-ce que je peux compter sur vous, là, tous les deux, c'est-à-dire vous, juge d'instruction, et toi, avocat, est-ce que je peux compter sur vous deux pour élargir votre entendement,
de façon à tout le moins entendre ce que je vais vous dire. La maman de Fabienne m'a décrit des petits événements, mais c'est plutôt lié à la culture sénégalaise. Et par exemple, elle croit au pouvoir des marabouts. Moi, elle m'a toujours dit, si un marabout veut que vous divorciez, vous allez divorcer. Et elle m'a dit, j'ai vu des choses au Sénégal qui sont inexplicables. Seule la magie peut expliquer de telles choses. Moi, j'ai jamais cru à cette explication-là. C'est-à-dire que à cette explication de la sorcellerie, de ces manifestations dont elle parle, d'abord parce que je trouve que ça correspond assez mal à son personnage. Il faut savoir que même si c'est une jeune femme d'origine sénégalaise, elle a eu une éducation à l'occidentale. Moi, j'ai eu le sentiment que c'était une explication qui lui était, en tout cas, un peu suggérée par la question du juge, et qu'elle a saisi un peu cette opportunité en se disant que peut-être c'était une explication acceptable. J'ai juste envie d'être toute seule dans ma tête. Mais je ne suis pas toujours toute seule. Je suis parasitée. En fait, ce ne sont pas des voix. Ce sont des idées qui s'imposent. J'adhère par défaut à l'hypothèse de la sorcellerie parce que j'ai pas d'autres explications. Donc ça n'explique pas le délire, ça explique le thème du délire. Elle est africaine, elle a grandi dans une culture africaine auprès de femmes, peut-être pas autant qu'elle le dit d'ailleurs, hein, qui pratiquaient la sorcellerie et qui avaient affaire à des marabouts, peut-être pas autant. D'ailleurs, certaines auditions tendraient à prouver le contraire, mais en tout cas, c'est ce qu'elle en a retenu et c'est ce qui nous intéresse, nous. Et donc, elle va puiser le thème de son délire dans ses croyances, dans sa culture d'enfant. Nous, on appelle ça des hallucinations intrapsychiques. Donc déjà, les hallucinations intrapsychiques, ça nous oriente vers un diagnostic de psychose, laquelle, pour l'instant, on n'affine pas encore le diagnostic. Mais ça nous oriente vers un diagnostic de psychose. C'est très caractéristique. Je sais pas comment je suis tombée enceinte. J'avais des règles irrégulières. Je n'ai pas ressenti au début les signes de la grossesse. Ça faisait déjà 3 mois. J'avais pas encore de ligne sur le ventre. Et je ne pouvais plus avorter, parce que je l'avais déjà fait. Donc j'ai fait l'autruche. J'ai été révoltée juste d'une chose, c'est que Michel soit le père. Au bout d'1 mois au moins, j'en ai parlé à Michel. Je sais même pas en fait s'il ne l'a pas découvert tout seul, en touchant mon ventre. Je me souviens juste de la tension après. Il était choqué, outré d'avoir été trahi. Que je lui avais fait un enfant dans le dos. Il a dit c'est pas possible. Il est pas de moi. C'était plus simple pour lui. Donc cet enfant n'avait plus qu'un parent. Et ça m'arrangeait. Je ne voulais pas qu'il soit le père. Michel m'a apporté la solution. Ça m'a autorisée à imaginer un avenir sans Michel. En tout cas, sans lui comme père. Le rôle du père dans tout ça, il ressemble au rôle des rares hommes qui ont émaillé la vie de l'accusé. Déjà son père, c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et les hommes, ils sont inconsistants, absents, morts, abandonniques. Et là, dans le discours de l'accusé, son compagnon, il est inconsistant. Inconsistant comme compagnon, inconsistant comme père. Aux premières contractions, je comprends pas vraiment ce que c'est. Je dîne, je ressens des petites douleurs froides. Je m'endors. Je me réveille vers 1h ou 2h du matin par les contractions. Je descends, je mets de la musique, j'arpente l'atelier, je stérilise un couteau. Je prépare tout ce dont j'avais besoin.
Serviettes, plaid, couches, juste au corps. Ça se passe dans l'atelier. J'avais une espèce de piscine en plastique pour recueillir le sang, le placenta. Ça s'est passé assez vite. Ça a duré, 3 heures. Ce qui est très déconcertant, c'est que dès qu'elle sort, la douleur s'arrête. J'ai accouché seule. Et effectivement, au départ, il y a eu le moment de panique, de la découverte, etc. Et puis après, il y a eu l'intégration comme quoi c'était fini, c'était son enfant, il allait naître et il ne serait pas abandonné ni rien. Et que c'était elle qui s'occuperait de tout, y compris de la grossesse et de l'accouchement. Tout ça parce qu'elle était dans déjà un esprit d'isolement et quand même fragilisée. Et la grossesse elle-même, y compris l'accouchement, la fragilisera encore un peu plus. Il était exclu que qui que ce soit touche mon enfant, qui était une partie de moi. Je me sentais en danger. Si quelqu'un me touchait, je risquais de perdre le contrôle. Je risquais d'être à la merci. Je n'ai jamais eu peur. Elle est arrivée avec un petit cri éraillé, comme un enfant qu'on a dérangé. J'ai fait un bain d'eau tiède, puis j'ai coupé le cordon. Je me suis débarrassée de l'organique, une masse assez dégoûtante. J'ai séché l'enfant, habillé. Je l'ai étendue pas très loin de moi. Je suis montée m'étendre avec elle. Elle a pleuré. Michel est arrivé le lendemain. Je ne l'avais pas prévenu. Il était sous le choc. Il m'a demandé si j'étais sûre qu'elle était de lui. Après, il s'y est terriblement attaché. Mes sorties étaient limitées. Je me faisais livrer, je ne sortais que quand Michel était là et qu'elle faisait la sieste. Elle n'est pas sortie avant ses 6 mois. Je ne l'ai jamais emmenée chez le médecin. Elle n'a jamais été malade. Elle n'a jamais eu de fièvre, de diarrhée. Je n'ai pas cherché à la dissimuler. Je savais bien que ne pas l'avoir déclarée poserait un jour un problème. J'avais pensé un jour à débarquer à la mairie, expliquer ce que j'avais fait et la déclarer. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas fait. Fabienne, elle avait disparu aux yeux du monde avant même la naissance d'Adélaïde. Je rappelle qu'au moment où elle est enceinte d'Adélaïde, elle n'a plus d'inscription à la faculté, elle n'a plus de compte bancaire, elle n'a plus de contact avec sa famille, elle n'a plus rien, elle n'est personne. Déjà là, elle s'efface, elle disparaît. Fabienne, c'est un fantôme qui a donné la vie à un fantôme. Parce que comme ça, elle échappe, et Adélaïde aussi échappe à cette chose qui les menace. Le fait de déclarer la grossesse, c'était lui faire courir un risque. Il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que ça n'aille pas pour moi. Il y a la femme de mon père, un monstre dragon. Elle m'a détestée en raison de la relation fusionnelle qui existait avec mon père. Ma tante Lucie est mon plus vieil ennemi. Je suis sûre que pour elle, je suis la personne à abattre. Elle était amoureuse de mon père, mais mon père la méprisait. Quand elle a su que mon père allait avoir un enfant, elle a décidé, par la sorcellerie, de me supprimer. Ensuite, elle a été amoureuse de Michel et n'a pas supporté notre relation. La femme de Michel aussi est dans la sorcellerie. Moi, j'ai rayé tout ça. Mais au bout d'un moment, j'ai consulté des oracles et des voyants. On m'a expliqué qu'il y avait des gens qui tentaient de me marabouter. Mais les tradipraticiens qui sont censés me laver de ces sorts coûtent trop cher. Je me cache. Et je cache ma fille. C'est l'explication générale à tout ça. Elle est convaincue qu'elle est victime d'un sort vaudou et que Adélaïde est en danger de mort. Elle la cache, sa fille. Elle cache sa grossesse, elle cache son accouchement,
Elle ne la déclare pas. Pourquoi? Parce que déclarer un enfant, c'est l'afficher aux yeux du monde tout entier. Dans sa logique délirante, elle a réussi à mettre sa fille à l'abri. Elle n'a pas d'existence légale, la petite grandit, elle va bien, elle la sort un petit peu presque en catimini, et les relations avec Michel sont plus ou moins apaisées, donc tout se passe bien. Donc elle a réussi à mettre le danger à l'écart. Je sais que le week-end d'avant, j'arrive à dire à Michel, à inventer que ma mère va venir chercher ma fille, à être assez convaincante. Je ne sais pas à quoi je pense. J'ai juste envie que Michel réagisse, qu'il dise ce n'est pas possible, elle ne peut pas partir. Mais il ne dit rien. Et je suis prise dans mon propre piège émotionnel. On est dans le compte à rebours de ce qui va se passer. La veille, je sais pas pourquoi, j'ai Berck dans la tête. Je me mets derrière mon ordi, je regarde les horaires de marée. Tout est programmé depuis quelques jours. J'avais dit à Michel que j'allais voir ma mère avec ma fille. Je devais rester dormir au moins une nuit ou deux avec elle, histoire de préparer ma fille à la séparation. Je me rends le mardi à la gare, on s'est promené. Je suis allée acheter des choses à la pharmacie. Il me manquait des choses de puériculture. J'avais pas de lingette, j'étais paniquée. Alors à partir du moment où elle va quitter son domicile, tout est préparé. Elle a la petite valise pour Ada. Il lui manque simplement des lingettes qu'elle va tranquillement acheter à la gare du Nord en attendant son train. Cette mise en scène va s'imposer à elle. C'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. Et quand elle parle de « j'aurais pu la mettre dans le congélateur, c'est la mode », en référence à une autre affaire tragique, ça fait partie de l'ambivalence et de la bizarrerie de contact, la bizarrerie de personnalité. Et elle va dérouler son scénario délirant, mais son scénario tel qu'elle l'avait conçu. Elle a cherché une ville qui était sur la côte pour quelque part laisser sa fille dans un environnement, le mot est curieux, agréable. Et de la rendre à sa nature première, puisque tous les bébés sont dans l'eau, dans un liquide amniotique, c'était finalement de la rendre peut-être même à la mère nourricière. Je ne sais pas, mais alors est-ce que c'est une préméditation juridiquement? Oui. Psychologiquement, sans doute moins. Dans la préméditation, on retient aussi le fait que le voyage qu'elle fait pour aller à Berck depuis Saint-Mandé, c'est un voyage compliqué. Hein. D'abord, elle y va à pied, elle va prendre le bus, ensuite elle prend un RER, 2 RER, ensuite elle se rend à la gare du Nord, elle prend le train jusqu'à Berck. En fait, le train, il ne va pas jusqu'à Berck. Il s'arrête, je ne sais plus si c'est dans une commune avant. Donc ensuite, il faut en plus prendre un bus pour aller jusqu'à Berck. Donc c'est un long voyage qui lui a laissé le temps, éventuellement, qui lui aurait laissé le temps finalement de changer d'avis et puis de ne pas commettre ce geste fatal. Quand je suis arrivée, j'ai pris le bus comme tout le monde qui allait à la mer. J'ai parlé avec des gens, ils étaient assez attendris de la voir. Elle était calme, enjouée, pas farouche. Je me suis pas cachée. Si j'avais voulu me cacher, je serais pas allée à la gare du Nord. C'est quand même hallucinant d'aller se faire tirer le portrait dans cette gare, quand on va commettre un acte criminel. On arrive à trouver, grâce à un monsieur que j'aborde dans la rue, un hôtel assez charmant. On a pris une douche, on s'est détendu, on a passé une soirée calme, on avait pris à manger. Je lui ai donné le sein. Elle a dormi un peu aussi. On est ressorti vers 21h. J'avais vu avec les horaires de marée, je voulais que ça se passe vite. Je sais juste que j'étais plombée. J'essayais de vivre pleinement les derniers moments. Et encore, je n'étais pas sûre. Comme si j'avais une consigne à respecter et que j'avais envie de l'enfreindre. Ça s'imposait à moi, mais j'avais l'impression de le faire avec un revolver sur la tempe. C'est vraiment ça. Je traverse la corniche, je descends sur la plage par un escalier, et puis j'avance. Je vais jusqu'à la mer,
Je suis dans l'obscurité. Il y a le bruit des vagues. Je suis dans une ambiance propice à une déconnexion du temps. Elle est dans mes bras. Elle ne dort pas. Elle est étrangement calme. Elle aurait pu partager mon désarroi. Je crois même qu'à ce moment, je me mets à sangloter. Et elle dit rien. Je l'amène à la mort. Et c'est déchirant jusqu'à la fin. Je me sens vraiment poussée. C'est moi et pas moi en même temps. Je me suis retournée et j'ai vu la lune effrayante de clarté. Et puis après, elle nous parle de la plage, de la scène de la plage. Et par un autre exemple, elle nous dit il y avait des signes, et en particulier, il y avait la lune. Parce que la lune, elle a fait comme un phare, comme un projecteur. Et elle a fait le chemin. Et comme je ne voulais pas tuer ma fille et que je luttais contre cet extérieur, je suppliais la lune de se cacher. Et la lune ne se cachait pas. Je m'arrête. Elle est toujours dans mes bras. Je voulais lui épargner les lendemains bien plus difficiles que je voyais venir à grands pas. À un moment, elle demande le sein et elle se love contre mon épaule. Elle allait sa fille. Vous vous rendez compte? En plein mois de novembre, sur la plage de Berck. Elle allait sa fille. Et on sait que c'est une vérité, ça aussi. Hein. C'est pas un truc qu'elle a raconté pour la galerie. On le sait parce que l'autopsie a révélé qu'il y avait effectivement du lait maternel dans l'estomac de cet enfant. Vous vous rendez compte? Elle allait sa fille, elle lui demande pardon et elle la pose sur le sable. Et elle hurle et elle crie non, non, non contre cette chose. L'eau s'est rapprochée. Elle réagit pas, elle dort. Je lui ai parlé, je lui ai demandé pardon. Elle était bien, je pense. Elle ne s'est pas sentie en danger. Et je me mets à pleurer. Je reste encore près d'elle. Je sens que l'eau monte. Là, je m'éloigne, je reste à 2 mètres, à portée d'un pleur. Et je me dis, si je l'entends pleurer, je vais la chercher. Mais je n'entends rien. L'eau monte suffisamment sur mes bottes, jusqu'à ce que je me dise, voilà, c'est fait. Soit elle dort, soit elle s'apprête à être noyée. Quand elle revient sur Paris, d'abord, elle a la surprise de voir que Michel a fait du ménage dans l'appartement. Il a retiré la plupart des objets, des jouets, des vêtements qui restaient de sa fille. Comme si il ne s'attendait pas à un retour de l'enfant. Il n'y a pratiquement plus de traces d'Ada dans l'appartement. Il n'y a pas de traces dans leur vie de couple, dans leur famille un peu chaotique, mais famille tout de même. Il n'y a aucune trace d'Ada. Ada, elle a disparu, mais après tout, a-t-elle disparu? Elle a peut-être jamais existé. Donc elle reprend sa vie comme si Ada, cette parenthèse de la naissance d'Ada, enfin certainement de la grossesse, mais on va dire de la naissance d'Ada jusqu'à sa mort, une parenthèse. C'est une bulle, c'est peut-être un délire, c'est peut-être un rêve, c'est quelque chose qui n'a pas existé. Donc de manière naturelle, elle reprend sa vie comme avant. En bref, cet appel à témoins de la police judiciaire qui recherche cette jeune femme 2 jours après la découverte du corps d'une fillette d'environ 1 an sur la plage de Berck-sur-Mer. Elle est le dernier adulte à avoir été en charge de l'enfant. Un numéro vert est à votre disposition. La découverte de cet enfant est signalée dans les médias, dans les médias locaux puis nationaux. Et dans l'après-midi, le gérant d'un hôtel de Berck, qui est en front de mer, se manifeste auprès du commissariat en signalant avoir reçu la veille une dame avec une poussette et un enfant qui est repartie ce jour même, ce matin-là, le 20 au matin, sans poussette. C'est compliqué de la retrouver. C'est compliqué aussi de faire le lien avec cet enfant puisque
Elle n'est pas censée avoir eu un enfant qui n'est pas déclaré, elle n'a pas accouché dans une maternité. Et en réalité, je crois que sa seule erreur, c'est d'avoir donné son nom à l'hôtelier. Elle l'a donné verbalement, hein. Il n'y a pas d'inscription, elle n'a pas donné de document d'identité, elle n'a pas rempli de fiche. Et en fait, ce qui a intrigué sans doute l'hôtelier, c'était que c'est au mois de novembre, à Berck, et en fait, il n'y a pas d'autres clients ce jour-là, il n'y a qu'une seule cliente. On a un directeur de la sûreté de la SNCF qui nous prévient être en position d'image de la gare du Nord, qui pourrait correspondre au signalement de la dame qui est actuellement recherchée. Donc on fait des extractions de cette vidéo, qu'on présente immédiatement au gérant de l'hôtel qui nous dit effectivement cette dame peut correspondre à la dame que j'ai reçue dans mon hôtel le 19 novembre. Donc mes collègues de l'OCRVP sont prévenus le jour même de cette découverte et dans la foulée parviennent, non sans mal, à obtenir le numéro de téléphone de Michel Monfald. Il l'appelle. Le 29, Michel a reçu un coup de fil de la police. Quand il raccroche, il me dit « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu vas voir. » Un peu comme « Bien fait pour toi ». On les a attendus. Et voilà, c'est fini. Qu'elle regarde les horaires de marée, qu'elle prenne des billets de train, qu'elle raconte des histoires pour expliquer son départ, tout ça relève du délire dans lequel elle se trouve. Ce ne sont pas des actes préparatoires à l'homicide, ce sont des actes qui manifestent de son délire. Alors, les actes les plus fous ne sont pas forcément l'œuvre des fous. Et d'ailleurs, on pose assez rarement le diagnostic de pathologie mentale dans une expertise pénale. Là, en l'occurrence, moi, je n'emploie pas le terme de folie, ce n'est pas un diagnostic. Mais effectivement, la psychose, on peut la traduire dans le langage courant par le terme de folie. Donc oui, elle est psychotique. Très clairement, elle est psychotique. Elle présente une maladie mentale aliénante de type psychotique, qu'on peut appeler dans le langage courant la folie. C'est une forme particulière. On aurait eu affaire à une schizophrène en pleine bouffée délirante, vous l'auriez trouvée tout de suite folle. Là, c'est une forme particulière de maladie de psychose et l'impression qu'elle peut donner d'elle-même par son discours froid, cohérent, logique, très factuel, très concret, peut donner effectivement l'impression à un non-professionnel que cette personne est tout à fait normale.